Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être avec vous à nouveau. Euh, Ce sera notre dernière séance ensemble et j'espère que déjà vous avez appris quelques informations utiles, quelques idées pour avancer vos recherches dans le futur en ce qui concerne des flux illicites financiers. Aujourd'hui, ce que nous allons faire dans le petit peu de temps qui nous reste, moins d'une heure aujourd'hui, c'est un mélange, une combinaison d'une continuation d'exercices, le genre d'exercice que nous avons débuté la semaine dernière, la séance dernière plutôt, et nous allons aussi faire un résumé de ce que nous avons déjà appris. Pour faire cela, on va retourner à la première séance que nous avons fait ensemble pour faire un résumé de toutes les astuces, tous les indices que je vous ai parlé dès le début. Parce que j'espère que vous serez comme moi, que dès que vous aurez dressé votre liste d'idées, de sujets, du contenu, qu'il est utile, des mots-clés par exemple, des signaux d'alerte, si vous vous rappelez bien de ce terme. J'espère que ces termes-là vont vous être utiles dans le futur. Passons maintenant à une petite présentation que j'ai dans mes mains. Je vais donc partager mon écran. Voilà, et j'espère que vous le voyez bien. On va donc d'abord retourner à la fameuse base de données de ICIJ, offshoreleaks.icij.org, où vous pouvez faire une recherche très simple pour avancer vos enquêtes. Je sais que cette base de données est très utile. Pourquoi? Parce que tous les jours, nous recevons à ICIJ des appels des banquiers qui s'en servent, des policiers qui s'en servent, des avocats qui s'en servent, et aussi des membres de la public qui s'intéressent à savoir si eux se trouvent dans notre base de données ou bien, par exemple, si leur ancienne épouse se trouve dans cette base de données ou si un partenaire en business, quand cette business s'est mal terminée, y apparaît. Donc, c'est vraiment une base de données utile. Je ne vous parle pas de cette base de données parce qu'il s'agit de la seule qui existe sur le Terre. Bien sûr, ce n'est pas tout le cas et j'espère que vous allez chercher et apprendre comment se servir des bases de données très utiles comme opencorporates.com, dont nous avons parlé la semaine dernière, aussi des registres de commerce nationaux, dont on va parler encore une fois aujourd'hui, et aussi d'autres bases de données comme celle qui est gérée par occrp.org, qui offre beaucoup d'informations et de renseignements pour des journalistes. Je voulais parler de l'exemple de Karim Wade et de Mamadou Pouye au Sénégal lors de cette séance, car je trouve qu'il est une fois un exemple sénégalais et j'espère que ça va vous intéresser. Mais c'est aussi utile parce que en trouvant et en identifiant quelques informations par rapport au monde, à l'empire, si vous voulez, offshore de Pouye, on peut apprendre plein de choses. Donc, Pouye, si j'ai bien compris, selon des procureurs et des enquêteurs sénégalais, est un proche de Karim Wade, si c'est bien ça, de M. Wade, le fils de l'ancien président, en tout cas. Et ils sont tous les deux, ou ils étaient tous les deux sous enquête pendant quelques années. Et c'est une procédure qui date il y a quelques années. En ce qui concerne des possibles flux illicites financiers, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des procureurs, c'est de l'actualité qui en parle. C'est un cas très bien connu. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé donc dans le processus de notre travail sur le Panama Papers? On n'a pas trouvé le nom de M. Wade, tout simplement, et ça ne devrait pas vous étonner. Si vous vous rappelez bien, on a parlé lors de la première séance de l'importance de savoir qui fait partie du monde de ce qui vous intéresse. Certes, on a tous envie de trouver un document où ça s'écrit noir sur blanc que président X, premier ministre Madame Y ou ministre n'importe qui apparaît sur ce document.
Mais dans mon expérience, je trouve que c'est moins en moins, c'est de plus en plus rare, disons, parce que des gens qui sont très puissants, des gens qui payent pour avoir du conseil euh, quant à l'utilisation du monde offshore, ils savent très bien que c'est dangereux de mettre leur propre nom sur des documents. C'est dangereux parce qu'il y a des journalistes comme toi et moi, par exemple, qui de temps en temps reçoivent des documents fuités. Donc, c'est dangereux d'avoir votre nom sur n'importe quel document parce que ces jours-ci, vu la technologie, on ne peut jamais être sûr que cette information va rester confidentielle. Et aussi parce que, et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, il y a toute une industrie d'avocats, de conseillers fiscaux, de gestionnaires de fortune qui elles-mêmes font ce travail de gérer le monde offshore, qui veut dire que le nom du monsieur ou de la madame qui nous intéresse apparaît de moins en moins souvent sur des documents qui nous intéressent. Et je parle de ça parce que justement, dans l'affaire de Panama Papers, où nous avons trouvé une piste en ce qui concernait cette affaire sénégalaise, on n'a pas trouvé le nom de M. Wade, le fils de l'ancien président, mais on a vu le nom de M. Mamadou Pouye. Et heureusement, des journalistes sénégalais avaient déjà fait beaucoup de travail très important, très utile sur cette affaire. Et moi, du coup, en tant qu'un journaliste australien qui vit aux États-Unis, j'ai pu comprendre, grâce au travail journalistique des Sénégalais, que M. Pouye Mamadou était quelqu'un d'intérêt. Et donc, vous pouvez bien imaginer que quand j'ai vu son nom, je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose de nouveau. Parce que, encore une fois, l'existence même de ces sociétés offshore est censée être quelque chose de secret. Et du coup, je me demandais à l'époque si le gouvernement, l'État sénégalais, était au courant de ces sociétés au Panama, dans l'occurrence, parce qu'il y a toujours une forte chance que vous, le journaliste, le blogueuse ou la chercheuse qui découvre quoi que ce soit, il y a toujours une possibilité que vous connaissez plus que ces agents de l'État, n'est-ce pas? Au moins, c'est mon expérience. Donc, vous pouvez voir ici, je m'excuse, c'est assez petit, mais à gauche, il y a le diagramme où nous voyons le nom de M. Pouillet. Et selon les documents à notre disposition dans le cadre de Panama Papers, nous avons vu qu'il était un actionnaire d'une société au Panama, le Latve Group Inc. Et on a aussi appris, je crois, qu'il était lié avec une autre société, Seabury Inc. Vous allez tout de suite remarquer, j'espère, quelques informations utiles euh, dans cette image. Euh, Déjà, on voit M. Pouillet, certes, mais vous verrez aussi plein de petites images de personnes où ça s'écrit en anglais bearer ou en français porteur. Et ça, c'est une idée dont je voulais vous parler parce que c'est très important. Porteur, dans certains pays, certaines juridictions offshore, au lieu de mettre notre nom sur un document officiel qui nous identifie en tant qu'actionnaire ou directeur d'une société, on peut payer pour que nos noms n'y apparaissent pas. Nous avons déjà parlé de cela, je crois, mais je voulais parler de ça à nouveau parce que pour moi, dès que je vois porteur ou bearer dans le cadre de mes recherches offshore, je sais tout de suite qu'il y a quelque chose à creuser davantage. Pourquoi? Parce que choisir porteur en tant qu'actionnaire, au lieu de mettre le nom d'une vraie personne, d'un être humain qui a du sang, qui parle, qui existe vraiment, ça montre une volonté d'être plus discrète et plus confidentielle que d'habitude. Ce n'est pas illégal se servir des actions porteurs, mais selon beaucoup d'experts, beaucoup de policiers, de procureurs, d'enquêteurs à qui je parle régulièrement, l'existence même d'un action porteur est un signal d'alerte. Vu que nous voyons ici quatre, n'est-ce pas? Quatre petites,
petit cercle où ça s'écrit bearer ou porteur autour d'une société au Panama, je me dis déjà que c'est quelque chose d'important et je veux fouiner plus. Euh, Bien sûr, on va aussi parler, et nous en avons abordé cela la semaine dernière aussi, le rôle et l'importance de l'avocat qui met tout ensemble, si vous voulez. Vous voyez ici dans l'image Hélène Mathieu, Legal Consultants, n'est-ce pas? Alors ça, il s'agit d'un cabinet d'avocats qui se trouve à Dubaï. Pourquoi est-il intéressant d'ores et déjà? Déjà, Dubaï, c'est un grand paradis fiscal et de plus en plus, beaucoup d'argent sale, surtout de l'Afrique, passe par le Dubaï. Nous avons récemment fait à ICAJ, par exemple, une grande enquête sur l'histoire et la richesse d'Isabel dos Santos. Vous le connaissez peut-être. C'est une Angolaise, fille de l'ancien président ou de l'ancien dictateur même angolais dos Santos. Et sa fille, Isabelle, est devenue la femme la plus riche de l'Afrique, avec des milliards et des milliards de dollars. Selon elle, c'est grâce à son travail. Selon beaucoup de critiques et d'enquêteurs maintenant, et aussi ce que révélaient les documents que nous avons obtenus à ICAJ, sa richesse, ou une grande partie, a été facilitée ou aidée par ses liens avec son père, le président de l'État, et aussi par tout un système offshore. Et le Dubaï jouait un rôle très important dans le montage, dans son montage offshore. Donc, je vous parlais de ça parce que je trouve que juste comme des actions porteurs, l'existence même de Dubaï, pour moi, me fait penser qu'il y a quelque chose de plus intéressant à creuser. Ces cabinets d'avocats, en anglais, on les appelle enablers ou introducers. Il s'agit en vrai de cette personne-ci ou de ce cabinet d'avocats-ci qui a fait beaucoup de travail. Il ne faut jamais penser que M. Pouillet, un Sénégalais, était au courant de tout ou qu'il gérait tout. Dans mon expérience, c'est loin d'être le cas. Dans mon expérience, quelqu'un qui veut engager dans l'envoi ou la réception des flux illicites financiers ne sait pas comment le faire lui-même ou elle-même, n'est-ce pas? Euh, donc, du coup, ces personnes-ci, ils font appel aux experts, et souvent, c'est des avocats. Et c'est des avocats qui, en recevant des instructions de leurs clients, vont aider à acheter une coquille vide, acheter une société offshore, ouvrir un compte en banque au nom de la société offshore et payer les frais d'administration de la société offshore. Parce que une société offshore, c'est une société vivante tous les ans. Dans tous les paradis fiscaux du monde, il faut payer des frais d'inscription annuels, par exemple. Donc, c'est très important, en fait, le rôle de cet avocat dans tout ce système. Parce que sans cet avocat, les hommes politiques, les femmes politiques, les hommes d'affaires qui font de l'évasion fiscale, qui volent l'argent, ils n'y pourront rien faire. Et c'est ça qui est très important dans tout ce que vous allez faire en ce qui concerne des flux illicites financiers, c'est identifier chaque individu et chaque société ou chaque conseiller qui joue un rôle dans le système. Ce n'est pas suffisant, à mon avis, pour nous, les journalistes, les chercheurs, des blogueurs, des activistes maintenant. Ce n'est pas suffisant pour nous simplement de dire que tel ou tel avait une société offshore ou essayer de ne pas payer des impôts. Pourquoi? Parce qu'il faut la transparence. Et la transparence, certes, ça vient avec des exposés et des enquêtes sur des individus qui, eux, sont responsables. Certes, ça va toujours rester le point principal de nos enquêtes. Mais selon beaucoup d'experts à qui je parle souvent, le système ne va jamais changer si on ne peut pas pointer du doigt sur le rôle de ces experts qui facilitent le système. Parce que si un président d'un pays comme, je sais pas, le Mali démissionne demain après une enquête qui révèle, je sais pas, son compte bancaire secret en Suisse, le lendemain, malheureusement, dans beaucoup de pays, il sera remplacé par un président ou une présidente qui fera pareil. Donc, vous voyez, c'est important
parce que sans pointer du doigt, sans exposer, sans parler du rôle de ces facilitateurs, on ne pourra jamais mettre fin au flux illicite financier. Et c'est après tout ça qui nous intéresse. Ce n'est pas uniquement de dénoncer, mais c'est d'espérer et de jouer un rôle dans un système qui s'améliore. Donc, c'est pour ça que je parlais de ce cabinet d'avocats, Hélène Mathieu Legal Consultants. Et ça, c'est utile parce que, à la différence de beaucoup d'informations que vous allez voir, le travail, l'existence, l'histoire de ces genres de facilitateurs est largement disponible publiquement. C'est-à-dire, il y a un site Internet pour ces cabinets d'avocats. Ça veut dire que vous pouvez faire la recherche sur les propriétaires, faire la recherche sur le revenu que ces cabinets d'avocats font chaque année. Vous pouvez faire la recherche, par exemple, euh, dans chaque pays où ce cabinet d'avocats a des filiales pour trouver si dans le passé, ces cabinets d'avocats, euh, si on en parle dans des exposés, dans des enquêtes ou dans les médias locaux. Moi, c'est ce que je fais très, très souvent dans mes recherches, bien sûr, c'est me pencher sur le journalisme qui a déjà été fait avant pour que je puisse apprendre à nouveau. Parce que dans le journalisme, dans mon expérience, c'est très rare de dévoiler tout ce qui est nouveau. Même si nous, les journalistes, on aime bien penser que toutes nos enquêtes sont d'une fraîcheur inédite, parfois le journalisme, c'est vraiment prendre ou rebondir de ce qui existe déjà et d'ajouter quelques brins ou quelques éléments de plus. Et je pense que c'est comme ça que nous faisons le meilleur travail. Et c'est pour ça qu'il faut toujours espérer et faire la recherche pour voir si des informations utiles existent d'ores et déjà. Certes, vous allez me dire, mais oui, là, vous avez eu accès aux Panama Papers, vous avez vu des documents qui ne sont pas publics. Et c'est vrai. Par exemple, l'image que vous voyez à droite, c'est une image de Panama Papers, certes, où nous voyons la signature de Madame Pouillet au Sénégal. Nous avons une date. Nous avons quelque chose qui est écrit en anglais, qui n'est pas très utile. Il n'y a pas trop de substance là-dessus. Mais ça montre à quel point il avait le pouvoir, M. Pouillet, par rapport à l'action et à l'activité de cette société offshore. Donc, c'est vrai qu'avec des documents fuités, parfois, on peut beaucoup plus apprendre. Mais c'était en parlant de tout ce qu'on peut faire uniquement avec cette image-là que j'espère vous donner quelques astuces et quelques enthousiasmes de plus pour aller un peu plus loin. Parce que même avec l'existence du nom de ce cabinet d'avocats, avec le nom des deux sociétés, la juridiction, la date de création, euh, l'utilisation d'actions porteurs, ça, je pense, fait déjà la moitié d'une enquête très intéressante, juste en s'appuyant sur ces éléments que vous voyez ici et que vous trouverez dans n'importe quel exposé, n'importe quelle recherche en ligne par rapport à n'importe quelle société offshore qui vous intéresse. Donc, cet exercice, on l'a fait la semaine dernière, mais je voulais juste revenir à comment on peut s'intéresser aux sociétés multinationales, parce que dans tout ce qui est le flux illicite financier, si vous voulez, nous avons deux sortes d'enquêtes dans mon expérience. La première enquête, ça touche à un individu. Donc, par exemple, moi, je veux enquêter sur le ministre de la Santé, par exemple, et ses avoirs offshore ou sa richesse. C'est très bien. C'est une enquête classique sur un individu. Il y a aussi des enquêtes sur des multinationales. Comment des multinationales font de l'évasion fiscale. Dans ce cas, il s'agit moins de la criminalité, mais de l'évasion fiscale dans le sens qu'une multinationale essaye et souvent réussit à payer moins d'impôts qu'elle devrait payer selon des lois locales. Ça ne veut pas dire que ces sociétés orifères ou que n'importe quelle société
fait quoi que ce soit des criminels qui ont fait de l'évasion fiscale. Malheureusement, et c'est là où se trouve tout un débat, malheureusement, selon beaucoup d'experts, c'est tout à fait ça le problème. C'est que des sociétés, des personnes très riches peuvent faire de l'évasion fiscale en toute légalité, ou bien ils le font sans qu'ils soient vus. Donc, je voulais rapidement donc, parler des rapports annuels de ces sociétés aurifères. Parce que je trouve qu'on peut toujours trouver de l'information utile et assez d'informations pour faire une belle petite enquête pour commencer quelque chose. Donc là, il s'agit de quelques sociétés aurifères au Sénégal, je crois. Je les ai pris par hasard, juste une simple recherche Google. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai identifié une société d'exploration, d'exploitation. Il faut dire que quand il s'agit des sociétés minières, des sociétés d'exploitation, normalement, sera beaucoup plus intéressante. Pourquoi? Parce qu'une société d'exploration ne génère pas souvent beaucoup d'argent. La phase est trop tôt pour que cette société gagne de l'argent. Du coup, les rapports annuels d'une société d'exploration n'est toujours pas très utile parce que la société n'est pas encore arrivée à envoyer de l'argent aux paradis fiscaux, par exemple. Donc, choisissez plutôt une société d'exploitation, téléchargez le rapport annuel et je vous rappelle que souvent, ces grandes multinationales sont cotées en bourse en Angleterre, au Canada, en Australie, aux États-Unis, en France même. Et donc, légalement, pour les grandes sociétés multinationales, vous pouvez télécharger un rapport annuel. Et là, je voulais vous parler de cet exemple que j'ai pris par hasard. Je ne connais pas du tout Bassari Resources Sénégal, mais j'ai téléchargé le rapport annuel de 2019. Et qu'est-ce que je vois dans ce rapport? C'est une annonce que une filiale de cette société a fait l'objet d'un examen, un redressement fiscal au Sénégal concernant les impôts à payer au Sénégal. Donc, c'est un document qui date de 2019, hein, mais on apprend qu'une notification d'ajustement fiscal a été reçue en 2015, donc c'est déjà 4 ans, qui réclame 17,6 millions de dollars australiens que, selon le Sénégal, n'a pas été payé comme il faut. Certes, la société n'était pas d'accord avec ce redressement fiscal. Et vous pouvez le voir ici, Bassari, la société, refute la légitimité du redressement fiscal. Mais je trouve ça très intéressant et très utile et je ne le vois pas assez dans le journalisme ou dans les exposés partout dans le monde. Hein. Je ne vois pas assez que nous fassions attention à ce genre d'informations. Parce qu'on peut beaucoup apprendre. À partir de cela, peut commencer le travail classique d'un journaliste ou d'une journaliste. Si nous savons que le redressement fiscal a été reçu en septembre 2015, on peut commencer à penser aux sources qui travaillent aux inspecteurs des impôts maintenant ou bien à l'époque, peut-être quelqu'un avant nous parler. Et on peut aussi commencer à mieux comprendre le fonctionnement de l'intérieur de cette multinationale, l'utilisation des sociétés filiales offshore et parler aux experts pour mieux comprendre comment une telle société aurait pu évader des impôts. Donc, je trouve ça très utile. Et une petite astuce, cette information n'est pas facile à savoir, à trouver et c'est fait exprès. Il faut se rappeler que, et je vous l'ai déjà dit, je crois, des rapports annuels des multinationales sont assez longs, parfois 100, 200 pages. Et comme vous pouvez imaginer, l'existence même d'un conflit entre la société et le Sénégal et ses inspecteurs d'impôts n'est pas quelque chose que la multinationale souhaite mettre en valeur. Du coup, il faut fouiller, 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 souvent vers la fin du rapport annuel pour trouver une telle information. Moi, en anglais, le mot clé que j'utilise, c'est contingency, C-O-N-T-I-N-G-E-N-C-Y. Et là, c'est un mot qui
qui est employé par des multinationales pour annoncer tout ce qui était inattendu. Donc, la réception d'un redressement fiscal, ce n'était pas attendu de la part de la société, mais légalement, la société est obligée de déclarer l'existence de ce redressement fiscal parce que, on peut bien comprendre que si la société doit payer 17 millions, 6 millions de dollars, ça pourrait avoir des conséquences sur le revenu et la rentabilité de la société tout court. Donc, il faut apprendre quels mots-clés sont utilisés dans tel rapport annuel. Et il faut toujours chercher parce qu'ils vont presque toujours exister. Moi, j'ai trouvé quelques beaux exemples de ce genre de choses simplement en cherchant des documents publics. Donc, on sait donc que Basari Resources, au moins en 2019, faisait sujet d'un redressement fiscal assez important. Qu'est-ce qu'on fait après? On essaie de comprendre, comme je vous ai dit, l'intérieur de la société un peu plus. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit ici? Encore une fois, dans le filiale, c'est dans le rapport annuel, pardon, c'est des filiales. Bon, rappelez-vous bien, lors de la première séance, nous avons parlé de la logique, n'est-ce pas? Et ça, c'est la question qu'il faut garder en tête. Est-ce que c'est logique que telle ou telle action se fait? Alors, ici, nous voyons tout d'abord Basari Resources Sénégal. Pays d'incorporation, Country of Incorporation, Sénégal. Eh bien, est-il logique? C'est une société qui cherche de l'or au Sénégal. Donc, c'est tout à fait normal, à mon avis, qu'il y a une société basée au Sénégal. Ensuite, Basari Equipment Proprietary Limited. Pays d'incorporation, c'est l'Australie. Est-il normal? Est-il logique? Oui, parce que Basari, c'est écrit noir sur blanc, c'est une société cotée en bourse australienne. Et ce qui est bien là-bas, c'est qu'on peut avoir l'accès aux documents publics grâce à la bourse australienne. Et si vous jamais voulez de l'aide à les télécharger, n'hésitez pas à me les demander. Mais ça, c'est très utile. Et dès qu'on voit ça dans le cadre de nos recherches, ça devrait nous exciter, car ça veut dire que j'aurai l'accès aux documents supplémentaires. Alors, nous voyons aussi deux filiales au Sénégal aussi, plus tard. Donc, c'est utile à savoir. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'existence des 3 filiales à Maurice. Est-il logique? Eh bien, je suis moins sûr, parce qu'il n'y a pas d'or à Maurice. À ma connaissance, il n'y a pas de Mauriciens qui font partie de Basari en Australie. Donc, du coup, on se demande pourquoi cette société australienne qui cherche de l'or au Sénégal a choisi la Maurice. Et la réponse est à confirmer auprès de la société, bien sûr. Peut-être la société va avoir une très belle réponse que je ne peux pas imaginer pour le moment. Mais la possibilité, l'hypothèse, donc, à mon avis, c'est qu'ils ont créé 3 sociétés à Maurice pour des raisons fiscales. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il s'agit de quoi que ce soit illégal. Au contraire, je pense que c'est tout à fait légal. Mais il faut comprendre que ces sociétés-là ont été créées à l'île Maurice. Donc, on peut apprendre beaucoup de choses sur cela parce qu'avec l'existence de ces sociétés à l'île Maurice, je me demande, est-ce que dans le redressement fiscal au Sénégal, est-ce que ces sociétés mauriciennes auraient pu jouer un rôle? C'est peut-être quelque chose à savoir. C'est un point de départ pour nous quand il s'agit de poser des questions aux experts et aux sources, par exemple. Mais attention, on peut aussi apprendre plusieurs choses grâce à cette table très utile. Vous voyez ici, c'est le dièse. Alors, c'est écrit ici que les sociétés créées en février 2010 n'ont pas été actives jusqu'à fin décembre 2019. OK. Peut-être ça veut dire que mon hypothèse ne sert à rien parce que selon ce document, les 3 sociétés mauriciennes n'ont rien fait jusqu'à décembre 2019. OK, curieux. Mais quand même, rappelez-vous qu'on paye pour créer une société à l'île Maurice. Ce n'est pas gratuit.
il faut trouver un avocat, il faut payer des frais annuels tous les ans. Donc, moi, je me demande, si j'étais à votre place, je me demande, bah alors, si ces trois sociétés mauriciennes ne font rien depuis presque une décennie, pourquoi elles existent toujours? Pourquoi elles ont été créées? Et pourquoi Bassari, la société minière multinationale, pourquoi elle continue à payer des centaines et des centaines, peut-être des milliers de dollars tous les ans pour des frais d'enregistrement de ces sociétés à l'île Maurice? Donc, j'espère que vous voyez comment moi je pense, comment je réfléchis. Et c'est tous ces genres de questions qui sont très utiles. Là, c'est une page, bien sûr, du registre de commerce à Maurice, où nous pouvons confirmer certaines informations. Nous pouvons confirmer, par exemple, l'existence de ces trois sociétés, la date de création en 2010 et le statut. Est-ce que ces sociétés sont toujours actives, vivantes, ou si ces sociétés sont mortes? Malheureusement, la Maurice n'est pas un pays très transparent quant aux sociétés, et c'est justement une raison pour laquelle beaucoup de sociétés sont attirées par la Maurice. Euh, donc, on ne peut pas apprendre beaucoup de choses de plus. On ne peut pas apprendre à qui appartiennent ces sociétés, qui sont les directeurs, etc. Mais au moins, nous pouvons confirmer quelque chose. Et dans l'enquête, dans l'investigation, confirmer, c'est presque aussi utile que découvrir. Dans le journalisme, il y a beaucoup de rumeurs. Nous savons que que cette société fait de l'évasion fiscale, ou nous savons que cet homme politique vole l'argent. Ben, ce n'est pas suffisant et on n'est pas là pour ça. On est là pour faire des choses concrètes et solides pour que nous puissions écrire noir sur blanc ou mettre dans notre émission. Ça, c'est une information confirmée. Bon, je voulais aussi vous parler d'un exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans mon expérience. euh, Chaque fois que je me penche sur un sujet, je trouve qu'il y a quelqu'un d'autre qui a déjà écrit un peu sur ça. Il n'y a aucun meilleur exemple de cela d'une enquête que je fais sur l'Afrique de l'Ouest, West Africa Leaks. Euh, Encore une fois, grâce aux quelques documents de Panama Papers. Et là-dedans, j'avais trouvé le nom d'un Tchadien, d'un franco-tchadien, un monsieur David Abdour. Et je ne savais pas qui c'était, mais vu que je voyais son nom associé avec le Tchad, et le Tchad, c'est un pays pauvre, je me suis dit, alors, mais qu'est-ce qu'un Tchadien fait avec une société offshore? Pour moi, encore une fois, il manquait de logique. Donc, je faisais de la recherche sur Google tout simplement et je tombe sur ce papier d'un journaliste français, un blog, rien de très officiel, comme vous voyez ici, mais je vois un papier sur lui qui le parle en tant que marchand de moto qui, qui est connu dans la capitale de Tchad, mais selon ce journaliste, aurait aidé la livraison des hélicoptères à l'armée tchadienne juste avant ou pendant une campagne sanglante avec le Soudan, je crois. Donc, du coup, je trouve ce nom et j'imagine que vous faites ce genre de recherche tout le temps. Le nom de quelqu'un qui vous intéresse apparaît déjà dans un blog et vous comprenez pourquoi il est important, à qui elle s'est mariée, etc. Et juste pour vous montrer à quel point l'enquête se base sur des mots et des données publiques, je voulais vous montrer que, en fait, je n'avais pas besoin des fuites de données Panama Papers pour apprendre plus de ce monsieur Abtour. Pourquoi? Parce que, enfin, je savais qu'il était franco-tchadien, c'était écrit noir sur blanc dans ce document, et grâce aux bases de données publiques et gratuites en France, on peut faire une simple recherche de son nom. Il s'agit des deux sites ici que je vous conseille de maîtriser, très facile à utiliser, surtout avec Papers. Il suffit, par exemple, comme vous voyez ici, d'écrire le nom d'un dirigeant, de n'importe quelle personne, de n'importe quel pays. Et si cette personne euh, est un actionnaire ou une directrice d'une société enregistrée en France, bah, vous découvrez quelque chose. Et pas simplement la confirmation de quelque chose de petit, hein, ça peut être beaucoup d'informations. Là, par exemple, je trouve le nom d'une société qui appartient, me semble-t-il, à la famille Abtour. Bah, déjà, ce n'est pas caché parce que le nom de la famille
figure dans le nom de la société. Donc, ça me montre peut-être que voilà, c'est peut-être pas quelque chose de très spécial. Mais ce qui m'étonne et ce que je voulais vous partager, c'est la quantité d'informations qu'on peut trouver gratuitement grâce à cette recherche. Donc, nous pouvons télécharger les documents et vous voyez ici qu'il s'agit de 2 pages ici de presque 40 pages que j'ai pu télécharger gratuitement dans 30 secondes pour apprendre plus de ce monsieur qui, selon un journaliste au moins, était lié au procurement militaire au Tchad, qui est un sujet d'importance. Et je vois par exemple que je peux confirmer, là vous voyez le nom, l'adresse, la date de naissance même, la citoyenneté de ce monsieur. Et je trouve que c'est très important parce que dans ce rapport, dans ce blog, on avait juste un nom, on n'avait pas d'âge, on n'avait pas beaucoup d'informations de plus. Mais de lors, on peut confirmer beaucoup d'informations. Cette partie du slide aussi, vous verrez que je peux confirmer que la société en question en France était active dans l'achat d'un immobilier à Paris. On a l'adresse, par exemple, 85 avenue Victor Hugo, consistant en les lots numéro 12 et une cave, et 64 avenue Victor Hugo aussi. Et nous avons le prêt, presque 1 million d'euros en 2002. Donc, j'imagine que ça coûte beaucoup plus cher maintenant qu'avant. Donc, c'est un exemple de comment j'ai pu aller d'une simple référence d'un individu sur un blog que je trouve par hasard à quelque chose de concret que je peux confirmer publiquement et gratuitement grâce au registre disponible online. Bon, voilà, c'était un deuxième exemple. Je ne vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps, mais je voulais se terminer avec ces mêmes questions que j'ai soulignées lors de notre première séance. C'est-à-dire, il faut toujours se demander pourquoi. Pourquoi cette société offshore existe? Pourquoi la personne ou la société multinationale a choisi ce pays? Pourquoi la Maurice et pourquoi pas le Panama? Ou pourquoi une société de diamants en Guinée a-t-elle besoin d'une filiale aux Seychelles? Pourquoi? Et si vous ne trouvez pas de logique, eh ben, il y a, à mon avis, quelque chose à creuser davantage. Existe-t-il une bonne raison pour ce qui se passe? Et parfois, vous ne saurez pas la réponse jusqu'à ce que la personne à la société en question vous répond. Il m'arrive de temps en temps, pas toujours, mais de temps en temps, que la personne qui est le sujet de mon enquête me répond en me disant Cher monsieur Will, merci de votre message. Voilà pourquoi j'ai créé cette société dans un paradis fiscal. » Et parfois, il y a une logique. Par exemple, il y a beaucoup de chanteurs, de chanteuses, de musiciens, des acteurs et, par exemple, des comédiens, des comédiennes qui changent de nationalité et qui vont s'installer ailleurs. Par exemple, des chanteurs américaines qui s'installent en Suisse, qui maintenant se marient avec un Suisse, qui vivent tout le temps en Suisse. Donc, du coup, en connaissant cela, c'est beaucoup moins intéressant de savoir que cette chanteuse anciennement américaine détient un compte en Suisse, n'est-ce pas? Parce que c'est logique, elle habite maintenant en Suisse. Donc, parfois, il y a des raisons très simples pour quelque chose comme cela, mais je vous dis, je vous le jure, dans la plupart des cas, les raisons ne sont pas très logiques ou bien les personnes ne vont jamais vous répondre les raisons exactes. Et dans ce cas, si quelqu'un choisit de ne pas vous répondre, bah, c'est en quelque sorte une réponse en soi, n'est-ce pas? Euh, Quelque chose de très, très important dans l'enquête, c'est de toujours donner du temps euh, aux personnes concernées de vous répondre. C'est une règle de base pour le journalisme et je pense et j'espère aussi pour les autres industries dans lesquelles vous travaillez. Chez ICIJ, par exemple, on essaie de donner maximum 5 semaines à quelqu'un pour qu'il puisse répondre parce que parfois, c'est compliqué. Parfois, on parle des choses qui se sont passées il y a quelques années
Et il faut donner du temps à ces individus d'aller chercher dans leurs archives à eux pour trouver la réponse. Donc, d'où vient l'importance de toujours dresser une liste de questions très précises et faites tout ce que vous pouvez faire pour envoyer la question bien en avant de votre publication aux personnes concernées. Il n'est pas rare chez ICIJ, par exemple, qu'on envoie quelqu'un des questions de 40 pages. Vous imaginez 40 pages, ça veut dire qu'il y a parfois 100 questions assez compliquées, assez nuancées et très, très détaillées. Il ne suffit pas de demander pourquoi avez-vous fait ça, mais plutôt il faut vraiment écrire question par question. Le 19 mars 2019, vous avez incorporé une société au CHSL avec le nom X. Pourquoi vous l'avez fait ça? Pourquoi vous ne l'avez pas fait ça chez vous? C'est une question typique que je pose, par exemple. Pourquoi vous avez créé une société offshore et pourquoi vous ne l'avez pas créée chez vous, à côté de votre résidence? Donc, réfléchissez toujours aux questions parce que le plus de questions détaillées que vous pouvez poser, le plus protégé vous serez après la publication. Parce qu'avec toutes ces discussions sur les flux illicites financiers, il faut se rappeler que tout ce que nous faisons ici, ce n'est pas sans difficulté, ce n'est pas sans risque. Faire des exposés, faire des enquêtes, dénoncer ou dévoiler des secrets des gens puissants et des sociétés puissantes, c'est forcément risqué. Et pour vous protéger au maximum, de mon expérience, une méthode pour faire cela, c'est donner du temps aux individus de vous répondre pour qu'ils ne soient pas surpris. De mon expérience, ceux qui réagissent pire ou avec beaucoup d'agression sont ceux qui sont choqués ou surpris que des journalistes s'intéressent à eux. Et on peut bien l'imaginer. Si un lundi matin, la une d'un journal à Abidjan parle l'évasion fiscale présumée de tel ou tel monsieur et ce monsieur n'a pas été contacté, bah, c'est normal qu'il est en colère. Et donc, de mon expérience, ce n'est pas toujours le cas, hein, mais ça aide beaucoup si vous alertez avec des questions précises le sujet de vos enquêtes bien avant la publication pour ensuite intégrer leurs réponses dans vos textes. Mais bien sûr, si ces gens ne vous répondent pas, qui arrive très souvent, c'est aussi en quelque sorte une réponse en soi. Parce que s'ils n'avaient rien à se reprocher, ils vous répondraient. C'est mon expérience dans tous les cas. Le dernier élément d'une bonne enquête quand il s'agit des flux illicites financiers, il s'agit des experts. Je veux vous dire une chose. Il ne faut jamais publier une enquête sur des flux illicites financiers sans que vous aviez consulté au moins 3 experts sur le sujet de votre enquête. C'est-à-dire, si moi, je fais une enquête sur une multinationale aurifère au Sénégal qui semble avoir fait de l'évasion fiscale, je devrais impérativement parler au moins 3 experts fiscalistes sur cette question. Certes, je ne vais pas les citer tous dans mon texte, ce n'est pas ça. Mais pour m'assurer que j'ai bien compris le système et pour me défendre si jamais la société réagit mal à la suite de la publication, il faut toujours avoir beaucoup d'experts qui ont partagé leur avis. Parce que vous allez, avec ces experts, envoyer vos questions, vous allez expliquer ce que vous avez découvert et ces experts-là vont vous donner leur avis. Est-ce que c'est légal? Pourquoi ces sociétés auraient fait ça? Etc. etc. Donc, s'il vous plaît, ne publiez jamais une enquête sans que vous aviez consulté au moins 3 experts sur le sujet. Et un avantage de cette formation, c'est que maintenant, vous avez beaucoup plus de contacts et de connaissances des experts qui pourront vous aider. Voilà, on va bientôt se terminer. Je voulais terminer en vous faisant un petit rappel de dresser votre liste de signal d'alarme au fur et à mesure de votre enquête. Je pense que c'est
la tâche la plus importante et la plus utile. Notez, notez, notez chaque élément de ce que vous découvrez et comprendre pour chaque élément s'il s'agit d'un signal d'alarme ou pas. Où se trouve la société? Est-ce qu'il s'agit d'un paradis fiscal classique, comme les îles Vierges britanniques ou le Dubaï ou le Luxembourg, ou est-ce qu'il s'agit d'un pays un peu moins connu, comme la Croatie? Et s'il s'agit d'un pays comme la Croatie, pourquoi? Euh, Encore une signal d'alarme, les actions porteurs, par exemple. Pourquoi ils ont choisi ces actions porteurs? La date de création de la société. Si la société est toujours vivante ou si c'est une société morte. Tous ces éléments de votre enquête doivent être étudiés un par un pour que vous compreniez l'importance de chacun. Et je pense que c'est sur ce point-là que je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé cette séance avec moi. Je sais qu'on se termine un peu plus tôt, mais je sais aussi que vous avez une séance très intéressante avec une enquête en format vidéo qui vont suivre. Et je voulais remercier énormément les organisateurs, M. Tierno, de m'avoir invité et de m'avoir aidé à comprendre comment ça fonctionne, la technologie ici. Et je voulais aussi vous dire que je suis disponible pour tout le monde à n'importe quel moment. Tierno a mes coordonnées. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions précises sur vos enquêtes à vous ou sur le contenu de ce que nous avons discuté lors de ces 3 séances. Merci beaucoup et bonne fin de séance.